Bonsoir, bienvenue. My name is David Malone. Je m'appelle David Malone. C'est un privilège pour moi de travailler au CRDI. La Dr Macmillan a bien voulu être des nôtres pour nous aider à célébrer le 40e anniversaire du CRDI. Lorsqu'on pense au développement au CRDI, on ne pense pas à une discipline en particulier, par exemple l'économie. On pense plutôt au développement qui fait appel à plusieurs disciplines, l'anthropologie, la sociologie, l'économie bien sûr, l'histoire, la géographie, la géologie même. Toutes ces disciplines sont de la plus haute importance. Et par conséquent, lorsque nous avons réfléchi à différents conférenciers, des conférenciers de marque pour fêter notre 40e anniversaire, nous avons pensé à l'histoire. Et lorsqu'on pense à l'histoire, on pense automatiquement à Margaret Macmillan. Et comme vous le savez, elle habite au Royaume-Uni maintenant, mais elle revient au Canada très souvent. Et depuis un certain temps, nous lui demandons de venir prononcer une conférence pour nous et elle a enfin accepté de venir ce soir. Macmillan est professeure d'histoire, qu'elle a écrit des ouvrages très importants, dont Paris 1919, 6 Months That Changed the World, which I'm sure is translated. Et je suis convaincue que ça a été traduit en français avec le titre approprié. Un livre très intéressant sur la visite du président Nixon en Chine, ce qui a précédé et dans un certain sens les conséquences, particulièrement pour la Chine, de tout cela. Et plus récemment encore, elle a écrit The Uses and Abuses. The Uses and Abuses of History. Conférence mémorable à l'université Carleton au sujet de la matière de ce livre. Lorsque nous avons communiqué avec la Dr Macmillan au sujet de ses propos ce soir, nous avons dialogué par rapport au développement du monde. Elle a suggéré cette notion de pouvoir, puisque nous semblons vivre un moment très fluide quant aux relations de pouvoir au niveau international et le poids relatif de certains pays et même de certaines régions. Elle a proposé que l'histoire pourrait nous aider à comprendre ce que ça pourrait signifier ou tout au moins les événements du passé que nous nous rappelons. Alors, sans en dire plus long, vous avez la parole, Dr Macmillan, et lorsque la docteure aura terminé son allocution, elle répondra à vos questions, mais je reviendrai à ce moment-là pour vous expliquer comment cette période de questions-réponses fonctionnera. Alors, vous avez la parole, Margaret. Merci beaucoup, David Malone, et merci au CRDI de m'avoir invité à venir prendre la parole. C'est vraiment un honneur. C'est une institution, la vôtre, que j'admire et qui est admirée de par le monde. C'est une des institutions canadiennes qui a une renommée internationale. Et vous méritez bien l'opinion internationale. Lorsque David m'a demandé si je viendrais prendre la parole, il a suggéré le développement. Et il est bien gentil lorsqu'il a parlé de négociation, de dialogue. Il a dit le développement, puis je lui ai dit, eh bien, j'ignore complètement le développement. Et ensuite, j'ai suggéré d'étudier un peu le contexte, puisque le développement se fait toujours dans un contexte. Les événements mondiaux ont une incidence sur la façon dont nous essayons collectivement de mener à bien des projets de développement. Et voilà, nous avons donc convenu que je parlerai de nouveaux types de pouvoir, de nouvelles puissances, et l'histoire nous aide-t-elle à comprendre le 21e siècle? Alors, ma question, d'abord, j'ai dit oui. La réponse à la question, l'histoire nous aide, mais peut-être pas autant
que nous le croyons. Mais alors, ce n'est pas assez long. Si je vous dis tout simplement cela, je vais vous expliquer donc ce qui se passe un peu de par le monde. Nous avons l'impression de vivre à une époque où il y a d'énormes changements, il y a du nouveau. Une des choses difficiles qu'il nous faut décider, et est-ce que c'est vraiment nouveau? À quel point c'est nouveau? Souvent, on a tendance à supposer que nous vivons dans un tout nouveau monde et que les anciennes règles ne s'appliquent plus, que les événements du passé n'ont aucune pertinence sur les événements d'aujourd'hui, et c'est faux. La technologie, la nouveauté des technologies ou les changements technologiques que nous vivons dans nos sociétés ne doivent pas nous éblouir, de sorte que nous allons croire qu'il ne s'est jamais passé quelque chose du genre dans le passé. Nous avons de nouveaux types de pouvoirs. Le pouvoir de l'Internet, bien sûr, de la technologie. Ce sont des pouvoirs qui existent, qui ont existé dans les siècles passés sous d'autres formes. Il y a toujours eu des formes de communication, mais l'Internet est différent. Bien sûr, la rapidité des communications, le volet instantané des communications de par le monde, c'est nouveau. Et, en quelque sorte, ça exerce des pressions lorsqu'on connaît les choses autour du monde si rapidement. Il y a des pressions pour les personnes qui occupent des postes de pouvoir. Les gens répondent très rapidement. Et les réponses rapides, quelquefois, ce ne sont pas les meilleures réponses. Quelquefois, il faudrait mieux réfléchir. Et les décideurs sont soumis à énormément de pression de la part du public et de la presse de trouver des solutions immédiates à des problèmes. Et quelquefois, les solutions ne sont pas immédiates. Alors oui, je crois qu'il y a de nouveaux événements, de nouvelles pressions de par le monde, mais étant donné le fait que les communications, systèmes de communication, d'autres systèmes tels que les grilles d'électricité sont interconnectés, il y a ce pouvoir de perturber qui est beaucoup plus grand. Nous avons tous été témoins de petits groupes qui fonctionnent de façon très autonome, qui sont en mesure, en partie grâce au monde dans lequel nous vivons, d'acquérir des sommes d'argent, d'acquérir des armes, d'acquérir des technologies qu'ils peuvent ensuite utiliser de façon très négative pour perturber les patterns de notre société. Alors, il y a ces forces qu'ils possèdent pour créer de nouvelles sociétés. Ils en parlent, bien sûr, mais ils ont le pouvoir de perturber. l'Internet en soi est très vulnérable face à de telles perturbations. Il y a aussi un pouvoir qui se fonde moins sur le pouvoir militaire et les ressources, mais un pouvoir qui est moins contraignant, qui se fie sur la volonté ou l'angoisse chez les gens de vous imiter. C'est probablement plus important. Le pouvoir de l'opinion publique est probablement plus important maintenant que par le passé. L'opinion du public peut être mobilisée de façon bien différente et il y a cette pression. Les décideurs, les artisans de politique doivent répondre très rapidement. Alors, le pouvoir, c'est un concept compliqué. Il n'y a pas une seule définition claire sur laquelle on peut se mettre d'accord. Le pouvoir dépend de la possession d'objets que l'on peut ensuite utiliser pour encourager les gens ou les contraindre à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, mais qu'on aimerait qu'ils fassent. Et le pouvoir, les éléments du pouvoir, a varié d'une génération à l'autre ou d'un siècle à l'autre. Le pouvoir, au Moyen Âge, dépendait, ou du moins en partie, du pouvoir des rois de rester au pouvoir et dépend au moins en partie de croyances religieuses. Le pouvoir au 19e siècle dépendait beaucoup plus de charbon, d'acier, de la population. Les éléments du pouvoir varient d'une époque à une autre. Et il y a un autre volet du pouvoir, c'est comment traduire le pouvoir, ces éléments, pour pouvoir les utiliser. Les États-Unis, avant les années 1900, auraient pu être un pays puissant, mais avaient choisi de ne pas concrétiser. Cela avait une petite... la marine était petite, l'armée aussi n'était pas devenue le pouvoir militaire qu'il est par la suite devenu. Alors nous avons toujours ces volets du pouvoir. Qu'est-ce que c'est le potentiel du pouvoir? Est-ce que c'est un pouvoir contraignant, non contraignant? Ce sont des choses qui changent. Les éléments peuvent changer, mais ce ne sont pas de nouveaux concepts particulièrement. Ce qui n'a pas changé également, et ça surprend, c'est le pouvoir de l'État.
Il fut une période à la fin de la guerre froide où nous nous sommes dit que le monde s'écartait du pouvoir des États, de l'État-nation, d'États où les personnes s'identifiaient très fermement avec cet État. Et nous voyons que, de fait, ça ne se fait pas, que les États demeurent bien importants dans la vie des gens pour pouvoir défendre ses citoyens, ses sujets et de projeter le pouvoir à l'étranger. Ce type de pouvoir importe toujours. Ce qui n'a pas changé également, ou du moins pas autant qu'on l'aurait souhaité, c'est la nature humaine. On discute beaucoup de l'Internet. Est-ce que ça change ce que ça signifie être humain? Mais, selon moi, certaines des erreurs de la conception de la nature humaine sont toujours ces failles existent toujours. Nous avons tous notre liste, mais je mettrai la cupidité. On a vu d'excellents exemples de cela depuis 10 ans. Ce facteur de cupidité, c'est une force très importante. Notre capacité pour cet optimiste qui n'est pas justifié de croire en dépit de toutes les preuves que la situation va s'améliorer. Comment peut-on expliquer donc les bulles économiques comme celles que nous venons de vivre? Parce qu'on peut nier cette capacité humaine de nier, de penser que cette fois-ci, ce sera vraiment différent. Cette fois-ci, si les prix continuent à grimper en flèche, ce n'est pas important. Ce n'est pas important si il y a une bulle au marché boursier. Cette fois-là, ça va être différent. On l'a vu à maintes et maintes reprises dans le passé. Et voilà, c'est notre capacité de faire en sorte que les faits cadrent avec nos croyances et pas l'inverse. Et cela étant dit, nous vivons dans un monde en évolution et il y a des éléments aussi fondamentaux, des rapports entre les gens, des questions fondamentales d'êtres humains, de rapports entre eux et de questions fondamentales se rapportant au pouvoir. Quels sont les défis, donc, à l'heure actuelle? Et vous avez tous et toutes vos propres listes et vous ne serez pas d'accord avec la mienne. Mais pour l'instant, selon moi, les choses auxquelles il nous faut réellement réfléchir et nous inquiéter, c'est la crise financière. Et j'ai l'impression que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Je crois que les structures financières mondiales ont été ébranlées et le nerf de la structure financière aux États-Unis a été ébranlé beaucoup plus qu'on aimerait le croire. Lorsqu'on regarde les statistiques aux États-Unis, la reprise est lente. Et il est bien évident que les emplois ne sont pas là et que l'économie américaine est terne, le taux de chômage augmente. Et on ne doit pas oublier qu'on a vécu quelque chose du genre avec la Grande Dépression. Il a fallu 10 ans avant qu'il y ait cette relance de la crise de 1929. On pourrait dire qu'il y a eu une relance, une reprise à cause de la guerre mondiale, puisque c'était bon, ça stimulait l'économie, mais ce n'est pas ce que l'on veut souhaiter pour solutionner la crise dans laquelle nous nous retrouvons. Nous avons donc un problème financier grave. Il n'est pas encore évident que nous avons les structures réglementaires pour régler cette situation ou qu'on pourra prévenir ces bulles économiques pour vivre ensuite repli économique par la suite. Nous avons ces problèmes et ces problèmes ne sont pas isolés. Il y a un lien entre eux. Nous avons un problème social également assez sérieux dans les démocraties avancées. C'est l'écart économique qui se creuse entre les riches et les pauvres. Au Royaume-Uni, aux États-Unis, c'est plus gros que dans les pays scandinaves ou au Canada. Cependant, ces écarts qui augmentent constamment, qui éliminent la classe moyenne, n'assurent pas la stabilité des sociétés et mènent à d'énormes tensions sociales. Ce qui est aussi inquiétant, c'est le cynicisme au sujet de la démocratie également. Le fait que dans certaines démocraties, les jeunes ne votent pas. Ma génération, on vote toujours, mais les jeunes votent moins que ma génération, ce qui est inquiétant. Et nous avons aussi la crise économique, la crise en ce qui concerne le changement climatique. On aimerait le nier. Dans certains cas, nous aimerions que cela disparaisse, mais ça ne disparaîtra pas. Il me semble que la preuve à l'heure actuelle est irréfutable. Il se passe quelque chose ici à la planète et ça découle de nos activités humaines. Nous avons également des problèmes internationaux. Nous vivons une grande turbulence, un moment de transition. On s'est habitué à la guerre froide.
Et on peut être nostalgique lorsqu'on pense à la guerre froide, bien sûr, mais la guerre froide assurait un type de stabilité. C'était comme un film western. On savait qui étaient les bons et qui étaient les méchants. Et maintenant, nous reconnaissons que même si c'était décourageant, il y avait cette stabilité de la tension entre apportée par la tension entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il y avait un certain équilibre qui existait. C'est un rapport assez bizarre, mais les deux se comprenaient et ils avaient trouvé des moyens de composer entre eux. Et cela n'existe plus. On ne sait pas qui remplacera la guerre froide. Et il y a eu, après la guerre froide aux États-Unis, on avait géré il y avait le policier du monde et les États-Unis, il me semble, aujourd'hui, n'est plus prêt et n'est plus capable d'assumer ce fardeau, ce lourd fardeau. Les États-Unis demeurent très puissants. D'aucuns diront que les États-Unis sont en train de chuter, mais je ne crois pas que ce soit le fait que les États-Unis, tôt ou tard, n'auront pas la puissance qui existe chez eux aujourd'hui. Inévitablement, il y a d'autres pays qui deviendront plus puissants ou qui seront au moins en mesure de traduire leurs éléments d'actifs en pouvoir. On le voit en Chine, qui dépasse pour le militaire ce que nous vivons à l'heure actuelle. C'est une période de transition. Nous passons d'un type de système international dominé dans ce cas-là par un seul intervenant, un autre type de système international où, mais on ne sait pas trop, s'il y aura un pouvoir dominant qui remplacera les États-Unis au fur et à mesure qu'il y a déclin aux États-Unis, ou y aura-t-il des coalitions de pouvoir, un équilibre de pouvoir où il existe une ou deux coalitions où le pouvoir se déplace d'un côté à l'autre. Ce que l'histoire révèle et nous avertit, c'est que ces périodes de transition peuvent être dangereuses. Les pouvoirs, les pays qui sentent que leur pouvoir leur échappe vont essayer de garder le pouvoir et les nouveaux pouvoirs ascendants pourront prendre des décisions hâtives et dangereuses. Nous pensons à l'époque avant la Première Guerre mondiale et à certains égards, il y a des parallèles importants entre cela et ce qui se passe aujourd'hui. Il y avait la montée de l'Allemagne et la Grande-Bretagne commençait une période de déclin lent, mais on a indiqué que la production d'acier, de fer et de charbon au 19e siècle était des mesures de capacité industrielle d'un pays. Et dans ce cas-là, c'est l'Allemagne en 1880 qui avait une emprise et commençait à contester avec la marine, leur marine, les échanges commerciaux, les investissements. Et cette période de transition difficile s'est terminée avec la Première Guerre mondiale. Mais il y avait aussi une autre transition au même moment, et c'était la transition qui a touché la Grande-Bretagne et les États-Unis, puisque la Grande-Bretagne n'avait pas tout simplement à composer avec l'Allemagne, Nouvelle-Allemagne, mais aussi les États-Unis, qui, de plus en plus, avaient une capacité économique importante, qu'ils transformaient en pouvoir militaire. Et la transition était pacifique. À la fin du 19e siècle, la Grande-Bretagne et les États-Unis auraient pu se battre, mais ils ont décidé de travailler ensemble. Alors, on peut voir qu'il y a et qu'il y aura, je pense, nous vivrons des moments difficiles. L'Union européenne, très probablement, ne remplacera pas les États-Unis. Il n'y aura pas d'hégémonie, mais il y a crise économique a indiqué que les Européens, la situation est plus faible. Ce n'est pas clair que l'Union européenne pourra atteindre une plus grande unité que celle qui existe à l'heure actuelle, en partie parce que les menaces de l'Union soviétique, qui étaient très présentes pendant la guerre froide, qui était à rassembler les Européens, n'existent plus. Il y a moins de raisons pour l'Union européenne, les pays, de vouloir travailler ensemble. Et il existe aussi des questions. Quels sont les nouveaux pouvoirs? Qui seront ces nouvelles puissances? Et il y a des personnes qui pensent que ce sera la Chine.
une nouvelle puissance. Et c'est logique lorsqu'on tient compte de la croissance incroyable de la Chine et sa capacité industrielle incroyable, ses exportations incroyables, l'équilibre commercial, on voit, il y a plusieurs égards. La Chine est plus puissante qu'elle l'a été depuis le 18e siècle. Ce n'est pas nouveau. C'est peut-être que la Chine reprend la place qui lui revient en ce qui concerne l'équilibre des pouvoirs. La Chine représente un gros point d'interrogation. Ce n'est pas du tout clair à quoi ressemblera la Chine, quel rôle elle jouera. Il y a un débat au sein de la Chine à cet égard. De plus en plus, au moins dans ses énoncés publics, que la Chine semble affirmer que les Chinois vont dominer. On doit faire comme font les Chinois. Et les voisins de la Chine se préoccupent à juste titre de ce que ça signifie pour eux. Il n'y a pas très longtemps que ceux qui régnaient en Chine avaient un mandat non seulement de régner, mais de régner de par le monde, de régner en Chine et les pays avoisinants. Ce n'est pas du tout clair non plus si la Chine sera en mesure de faire face aux pressions causées par son développement économique très rapide et faire face aux problèmes sociaux très graves, encore une fois, qui ont été créés par l'écart entre les riches et les pauvres, et si la Chine pourra avoir un gouvernement qui fonctionne bien face à un régionalisme assez fort et la corruption qui mène à un certain cynicisme chez les Chinois en ce qui concerne la nature de ceux qui gouvernent. Nous avons aussi l'Inde. L'Inde, à mon égard, peut-être une société un peu plus ouverte, une société plus démocratique et pourrait être un pays très puissant. Et peut traduire son pouvoir économique en pouvoir militaire et politique. Pour la Russie, les gens trop vite ont éliminé la Russie en disant à la fin de la guerre froide, les communistes sont finis, la Russie aussi. Mais maintenant, bon, il y a toutes sortes d'histoires. On connaît les statistiques sur l'alcoolisme en Russie. On connaît les problèmes que vit la Russie. Mais regardez la Russie sur la carte, c'est énorme avec beaucoup de ressources naturelles. Les Russes eux-mêmes ont un grand sens d'identité et de leur histoire. Bismarck a dit un jour que la Russie n'est jamais aussi forte qu'elle ne le paraît, ni aussi faible qu'elle n'y paraît. Donc, il faut s'en souvenir. Et il y a d'autres nations, le Brésil aussi, qui un jour pourrait assumer une plus grande place dans le monde. Il y a beaucoup de ressources géographiques, une économie en plein essor et qui pourrait se traduire par plus de pouvoir. Nous avons aussi, dans cette période de transition, de graves problèmes, mis à part les problèmes financiers, qui sont difficiles à résoudre. Bon, parce que souvent, c'est des problèmes difficiles à saisir, mais aussi, dans une période de transition, c'est dur de demander aux gens de se concentrer ensemble sur ce qu'il faut faire. C'est la nature humaine, on ne peut faire que un maximum de choses en même temps. Et il y a certaines choses auxquelles on n'a pas encore prêté toute notre attention. Par exemple, la prolifération nucléaire, qui est devenue un problème plus acerbe, de graves dangers. Si quelqu'un met la main sur cette bombe, comme l'Iran, tous ses voisins vont devoir s'en soucier et s'en préoccuper. La prolifération nucléaire risque d'engendrer plein de problèmes. La Palestine, le problème Taïwan, la Chine, l'Inde et le Pakistan. Il y a toute une liste de conflits qui pourraient éventuellement exploser. Donc, il faut peut-être dresser une liste de priorités parmi tous ces enjeux sans en oublier. Est-ce que l'histoire nous aide ici ou est-ce qu'elle nous prête à un petit peu voir tout cela de façon sombre? Eh bien, il y a certaines choses qui ont l'air plutôt sombres, finalement, s'améliorent. Les gens ont pensé que les États-Unis seraient entrés en guerre au 19e siècle, mais ça n'a pas été le cas. L'Angleterre et la France semblaient entrer en guerre à la fin du 19e, début du 20e siècle. Ça ne s'est pas passé. Donc, on peut trouver dans l'histoire des exemples qui nous permettent de penser qu'on peut être optimiste. L'histoire, je crois, ne nous enseigne
aucune histoire ou leçon claire. Les gens nous disent toujours, oh ben les leçons de l'histoire sont ceci ou cela. L'histoire nous montre que il faut se débarrasser des dictateurs parce on sait ce qui s'est passé quand on ne s'est pas débarrassé de Mussolini ou de Hitler. Les analogies ont été, l'analogie de l'apaisement. On ne doit pas apaiser les dictateurs, c'est la règle à suivre. L'histoire nous le prouve. Mais non, on ne voit pas que l'histoire nous montre ces choses-là aussi clairement, aussi simplement. L'histoire donc ne nous donne pas de leçons très claires, mais par contre, ce qu'elle nous permet de faire, c'est la seule leçon qu'on tire de tout cela, c'est qu'avons-nous à notre disposition pour donner sens au monde qui nous entoure. Et les Romains se servaient des entrailles de doigts. Je ne pense pas qu'on doive retourner à ce genre de pratique. Certains se servent de l'astrologie. Je pense personnellement que ça ne va pas nous aider vraiment à décider comment on va résoudre les problèmes d'aujourd'hui et à se soucier des problèmes de demain. Mais ce que l'histoire peut faire, c'est nous offrir des parallèles utiles. Il ne faut pas oublier que les situations historiques ne sont jamais les mêmes. L'histoire, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui se fait en laboratoire. C'est pas une science. On ne peut pas répliquer exactement les conditions de la période avant la Première Guerre mondiale ou avant la Seconde Guerre mondiale ou entre 1929 et 1931, quand le monde est tombé dans une grave dépression. En tout cas, on ne peut pas recréer cela. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être voir, essayer de déceler les similitudes. Et grâce à similitudes, on peut formuler ou poser certaines questions. Par exemple, si on fait ceci ou cela, allons-nous rencontrer les mêmes problèmes qu'ils ont eu dans les années 30? Si, par exemple, nous décidons de... Chaque pays décide de ne plus prêter aux autres. Est-ce que ça va être bien ou pas bien? Et si on regarde ce qui s'est passé dans les années 30, eh bien, c'était très négatif. Est-ce qu'on devrait envahir des pays et s'attendre à pouvoir mettre sur pied des sociétés civiles très rapidement? Bien, regardons. Bon, quand on a envahi certains pays, on se rend compte que parfois c'est très difficile, ça a été très difficile de mettre sur pied une société civile et d'avoir aussi une période d'occupation couronnée de succès. Donc, l'histoire nous rappelle que les choses peuvent tourner mal, peuvent tourner bien. Ça peut nous permettre de poser de bonnes questions. Ça peut aussi nous donner de l'information utile. On sous-estime souvent l'importance de la mémoire dans la façon dont nous, en tant qu'individus, nous percevons autrui, les comportements des gens. Et nous sous-estimons aussi les mêmes choses quand on regarde les groupes de personnes, des nations, des groupes ethniques ou des groupes religieux. Nous sommes au moins en partie formés par notre mémoire. C'est ce qui nous forme, c'est ce qui nous donne aussi des règles à suivre et des règles à appliquer. Si on a vécu une situation par le passé qui a mal tourné, si on a une même situation qui se présente, souvent, on est sur ses gardes. On ne veut pas que ça se reproduise. Donc, des histoires pareilles d'injustice, souvent, on se méfie de ceux qui ont perpétré ces injustices. Si aussi il y a des histoires, des mémoires de triomphes historiques, ça aussi ça peut être dangereux. Souvent, on essaie de les reproduire, de faire en sorte de les retrouver. Pour les Français, par exemple, bon, quand on voit le pays de Louis XIV et de Napoléon, chaque place nommée qui a le nom de ces grands héros de l'histoire, des héros militaires qui sont au centre même de cette civilisation. Donc, ces souvenirs, ces mémoires peuvent être des fardeaux, mais ils font partie de l'identité d'un peuple et d'un pays. Il faut comprendre. Il faut apprendre à se connaître et il faut aussi pouvoir avoir un œil critique sur son histoire. En tant que Canadienne, bon, souvent on tente à se raconter des histoires. On disait que nous sommes toujours des gens gentils qui n'avons jamais fait de mal à autrui. Bon, ça c'est une partie de l'histoire. Quand j'étais jeune, dans les cours d'histoire à l'école, on ne parlait pas de ce qu'on avait fait aux Premières Nations au Canada. Ça ne faisait pas partie du cours d'histoire de l'histoire. On n'a pas admis que peut-être nous avions maltraité les Premières Nations. On ne parlait pas de certaines des façons dont nous nous sommes comportés avec injustice. Donc on peut aller à l'autre extrême et regarder aussi ce qui s'est passé avec les Noirs dans l'histoire. Mais l'Allemagne a dû examiner son passé nazi. Elle l'a fait. La Chine n'a pas encore examiné son passé. Les Chinois n'ont pas encore examiné l'ère de Mao. Ils voient les choses avec des œillères et ce n'est pas bon pour la Chine ni pour les Chinois en bout de ligne. Il faut regarder,
il faut regarder nos erreurs du passé, apprendre à se connaître et ne pas se dire qu'on a toujours bien fait, qu'on a toujours eu raison, ou que nous avons toujours été des victimes ou victimisés. Ça, c'est des façons de déformer ou de se protéger contre les autres aussi, mais aussi de projeter notre vision. Si nous sommes les victimes, les autres sont les auteurs de ces crimes ou de ces injustices. Donc, on voit les choses en blanc ou en noir. L'histoire peut être dangereuse et elle a été utilisée de certaines façons dans les nationalismes. En Yougoslavie, par exemple, les nationalistes serbes, quand la Yougoslavie est en train de s'effondrer, vous aviez toutes ces histoires sur la grande bataille de 1389, ils ont été toujours aux premières lignes, les Serbes contre l'islam. Donc ça, c'est des histoires qu'on racontait aux Serbes. Ils en étaient convaincus, mais ce n'était pas vrai, tout simplement. Ce n'était pas vrai que les Serbes orthodoxes aient toujours lutté contre les musulmans. En fait, souvent, ils étaient les alliés de ces musulmans. Donc c'était beaucoup plus compliqué que l'histoire nationaliste blanc ou noir qui était enseignée. Un critique français du 19e siècle a dit qu'une nation, c'était un groupe de personnes unies par une mauvaise opinion de leur histoire et d'une haine pour leurs voisins. Eh bien, l'histoire peut effectivement être très, très dangereuse quand on s'en sert de cette façon-là. Ce qu'on fait de l'histoire, bon, ce qu'il faut faire avec, c'est toujours poser des questions. L'histoire, c'est pas juste connaître le passé, il faut cultiver une attitude sceptique. Toujours demander où sont les preuves. Comment peut-on prouver ceci ou cela? Pourquoi pense-t-on cela? Ça ne veut pas dire qu'il faut ne croire en rien, mais il faut poser des questions sur soi et sur d'autres. Je crois que l'histoire aussi est utile. Elle nous permet de comprendre autrui. L'histoire des autres, sont-elles vraies ou pas? Il faut au moins les connaître. C'est très important, je crois, de comprendre comment les autres avec qui vous traitez, que ce soit des personnes ou des groupes, comment ils perçoivent le monde, comment est-ce qu'ils pourraient éventuellement réagir à ce que vous faites. Les alliés britanniques et américains, quand ils sont arrivés en Irak, l'invasion et l'occupation, est-ce qu'ils auraient dû être plus conscients des soupçons des Irakiens à l'égard des étrangers, parce que les Irakiens ont déjà connu cela. Les Britanniques sont arrivés, ont créé l'Irak pour leurs propres intérêts, pour extraire ses ressources, et ils leur en voulaient. Ce n'est pas surprenant. Et ce n'est pas surprenant que quand les Américains et les Britanniques sont arrivés pour occuper, bon nombre d'Irakiens pensaient qu'ils étaient là aussi pour mettre leurs mains, pour faire main basse sur le pétrole irakien. Et quand ils ont en fait donné le feu vert aux compagnies étrangères, ça confirmait ces soupçons. Donc si les Américains et les Britanniques devaient comprendre quelque chose de l'histoire, c'est la relation entre les Irakiens et ceux qui étaient venus auparavant, les Britanniques. Donc, ils se seraient peut-être méfiés ou ils auraient traité les Irakiens différemment. Ils n'auraient peut-être pas aussi été si surpris de voir que les Irakiens ne les acceptaient pas ou ne les accueillaient pas à bras ouverts. Donc, pour bien comprendre l'histoire des gens, il faut aussi apprendre à savoir comment ils réagissent et qu'est-ce qui les passionne. On ne peut pas comprendre les différends dans le monde, la Chine, le Taïwan, la Chine, le Tibet, l'Inde, le Pakistan, l'Israël, la Palestine, à moins de bien comprendre les mémoires, les souvenirs des uns et des autres. Il n'y a pas d'histoire partagée, mais plutôt des histoires différentes, et ces différences rendent le dialogue très difficile. L'histoire peut nous permettre donc de formuler certaines questions, de rechercher des similitudes dans le passé qui pourraient nous permettre de mieux comprendre le présent. Ça peut nous permettre aussi de comprendre ceux avec qui vous traitez et de vous comprendre vous-même. Une façon dont on utilise l'histoire pour comprendre le passé, c'est en dressant des analogies. Les analogies sont nécessaires parce que souvent, on a tellement d'informations qui nous arrivent, nous sommes bombardés d'informations dans un monde compliqué. Comment comprendre tout cela? Et bien souvent, on trace des analogies. Voilà le monde dans lequel nous vivons en 2010, peut-être ressemble à celui des années 30 ou des années. Vous pouvez faire différentes analogies et ça peut être utile, ça vous permet de comprendre ce à quoi vous êtes confronté et
ce qui se passe, bon, ce n'est pas certain à 100%, mais ça vous permet d'avoir une idée du chemin qui s'annonce et de la façon dont nous pourrions surmonter certains obstacles. Le problème avec l'analogie, c'est de trouver la bonne, et souvent le problème, c'est qu'on choisit la mauvaise. On se sert de l'analogie de l'apaisement à bon et à mauvais escient. Depuis 50-60 ans. Bon, cette analogie de l'apaisement, ça vient des politiques de démocratie des années 30, à l'époque où nous avions l'Allemagne et Hitler, Mussolini et le Japon et son gouvernement militaire, et aussi d'autres pays plus petits comme la Hongrie. Et ces gens voulaient faire leur mieux pour éviter une autre guerre mondiale parce que les coûts de la première avaient été si énormes qu'ils voulaient l'éviter à tout coup. Donc, ils ont regardé un peu les exigences des pouvoirs révisionnistes, ceux qui voulaient modifier les règlements qui avaient été signés et voir si c'était raisonnable, ces attentes ou ces exigences. Et si c'était raisonnable, il fallait les accepter. Eh bien, est-ce que c'était raisonnable ou pas raisonnable que l'Allemagne, en vertu du premier traité, n'ait pas pu s'unir à l'Autriche et l'Autriche n'ait pas pu s'unir à l'Allemagne? Est-ce que si les Allemands et les Autrichiens voulaient s'unir, pourquoi ne pouvaient-ils pas le faire? Donc la politique d'apaisement visait à éviter une autre guerre avec tous ces coûts exorbitants. Ceux qui étaient au pouvoir les connaissaient puisqu'ils y avaient survécu, mais aussi on voulait donner ce qui semblait être raisonnable. Donc faire des concessions raisonnables à ceux qui voulaient changer le système international. Bon, comme on sait que ça n'a pas fonctionné, Hitler, son appétit n'a fait que grandir avec chaque morceau ou chaque concession qui lui était faite et il voulait avoir quelque chose de beaucoup plus gros que juste satisfaire les demandes de l'Allemagne ou peut-être élargir ses frontières. Lui, il voulait quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus grand. Donc, en bout de ligne, la Seconde Guerre mondiale a éclaté et Munich, si vous voulez, ce qui s'est passé, ça a prouvé que cette analogie de l'apaisement ne pouvait pas fonctionner. Pourtant, moi, je crois que c'était une tentative tout à fait honorable. Ce n'était pas une si mauvaise tentative pour éviter une autre guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Occident a accepté l'Union soviétique et son empire en Europe orientale, a accepté le fait que l'URSS est arrivé en Hongrie, en Pologne, en Tchécoslovaquie. On a accepté tout cela, mais est-ce qu'on ne pourrait pas appeler cela aussi de l'apaisement? Bon, on a dit que c'était l'endiguement, mais pour moi, ce n'était pas tout à fait, c'était pas si différent que cela. C'était une politique qui reconnaissait les droits de l'Union soviétique dans certaines parties de l'Europe et que l'Union soviétique allait tout simplement dominer cette partie de l'Europe. L'apaisement, c'est difficile, mais on s'en sert et on s'en sert à plusieurs reprises. Comme vous vous en souvenez sûrement, ce qui a mené à l'invasion et à l'occupation de l'Irak. On a fait allusion au dictateur, on l'a vu, on a vu ce qui s'est passé. Les conseillers du président Bush l'ont dit, quand on essaye d'apaiser des gens comme Hitler, bien Saddam Hussein était pareil. On ne doit pas faire cette erreur encore une fois. Si on ne l'arrête pas maintenant, il va avoir plus de pouvoir et élargir ses pouvoirs. Il va falloir finalement l'arrêter avec une grande guerre plutôt qu'une petite guerre. Mais pour moi, ce n'était pas une bonne utilisation de l'analogie. Et de dire que Saddam Hussein était aussi dangereux, même s'il était dangereux pour son peuple, il ne menaçait pas ses voisins ni l'équilibre mondial ou la paix mondiale comme Hitler l'avait fait avant. Bon, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais il faut faire attention quand on utilise ces analogies, ça peut être des carcans dont il est difficile de sortir. Parfois, il y a certaines fois où l'analogie de l'apaisement était tout à fait utile. En Corée, quand la Corée du Nord a envoyé des troupes dans la Corée du Sud et que le président Harry Truman a dit « on a déjà vu cela, il ne faut pas qu'il s'en sorte parce qu'il ne va que nous demander plus et plus », je crois que là, il s'est bien servi de cette analogie de l'apaisement. Donc, il faut se servir de la bonne analogie, c'est très important. Et parfois, ça peut être utile il faut peut-être envisager des analogies différentes. On se trompe, peut-être que moi je me trompe en disant que la situation aujourd'hui montre beaucoup de similitudes avec celle des années 30. Ou peut-être que l'analogie, c'est plutôt celle après 1800.
XV. Peut-être qu'il faudrait remonter plus loin dans l'histoire. Mais en tout cas, quand on examine plusieurs analogies, ça nous ouvre l'esprit et on essaye au moins de comprendre la situation présente. On peut poser les bonnes questions. Parfois, les mauvaises analogies, sont utilisées même après un débat féroce ou houleux. Je vais vous donner un exemple. En 1965, il y a eu un débat houleux aux États-Unis. On se demandait s'il fallait aller plus loin encore au Vietnam. On a utilisé l'analogie de l'apaisement. Les Vietnamiens du Nord étaient comme Hitler et Mussolini. Il faut les arrêter parce que si on les arrête plus tard, les coûts seront encore plus élevés. Un membre de l'administration américaine, George Bull, qui connaissait l'Asie assez bien, a dit, eh bien, je crois qu'il y a une autre analogie qu'on devrait faire ici, et celle de l'expérience française au Vietnam. Les Français ont mené une guerre coloniale de 47 à 54 et ont été humiliés avec la défaite de Dien Bien Phu, et ils ont perdu la guerre en partie parce qu'ils avaient sous-estimé la détermination des Vietnamiens du Nord, et aussi parce que les Français n'étaient pas prêts à payer le prix de cette guerre. Ils ont perdu parce qu'en tant que démocratie, ils ne pouvaient pas mener une guerre qui était plus populaire, et donc on ne peut pas avoir les mêmes problèmes que les Français. Donc il a été en fait renvoyé, ou plutôt on ne l'a pas écouté, ni ses conseils. On dit, bien, eux c'est les Français, nous sommes les Américains. C'est tout ce qu'on lui a répondu. Bon, et on sait ce qui s'est passé. Je crois que ça aurait pu être un avertissement très utile. Donc, ce que l'histoire peut faire, c'est nous aider à trouver différentes façons de penser au présent. Ça peut aussi nous encourager. On a besoin d'encouragement à l'heure actuelle quand on voit un petit peu tout l'éventail de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ça peut aussi nous rappeler qu'il y a eu des moments par le passé qui ont mené à de grands changements et où on a fait des choses qui nous semblaient impossibles, qui sont devenues possibles. Un petit exemple, la pénicilline. Comment fabriquer la pénicilline? Ça a été découvert avant la Première Guerre mondiale, mais c'était trop exorbitant à produire. Donc on disait que c'était impossible, ça ne serait jamais possible de produire la pénicilline. Seconde Guerre mondiale, tout d'un coup c'est devenu possible. Et je crois qu'on a tous bénéficié de tout cela. Dans les années 30, 1930, on pensait que Roosevelt a dit qu'il fallait que les gens retournent au travail. On ne pouvait pas dépenser, avoir des déficits. Eh bien, Roosevelt ne les a pas achetés. On a eu quelque chose comme le Tennessee River Authority qui a commencé à remettre l'économie sur pied. On pense aussi à la crise économique récente, jusqu'à cette semaine du mois de novembre qui était cruciale. Ce moment pivot, on dit que les gouvernements ne pourraient plus intervenir, c'était impossible d'intervenir auprès des banques. Les États-Unis ont nationalisé leurs banques en l'espace d'une semaine parce qu'on leur disait depuis des siècles ou des décennies que c'était impossible. Donc on peut voir qu'on peut faire de grands changements. Parfois, ça nécessite un choc. On a apporté des changements collectifs, en tout cas en Europe, à la fin de la guerre des 30 ans, quand avec la Westphalie en 1938, l'accord de paix, on a dit que les gens n'allaient pas intervenir ou s'immiscer dans les affaires des pays. Et le système westphalien est un système qui a duré jusqu'au présent, jusqu'à aujourd'hui. À la fin des guerres napoléoniennes et révolutionnaires, il y a une période de paix en Europe avec le système du Congrès. Les Européens ont reconnu que s'ils continuaient à lutter, à faire la guerre, eh bien, ils allaient tous perdre en bout de ligne. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Européens, qui étaient responsables de 2 guerres mondiales horribles, eh bien, se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus continuer ainsi et qu'ils avaient, en fait, ils étaient très chanceux d'en être ressortis. Et un président d'État a abandonné certains pouvoirs pour les remettre à une organisation supranationale, l'Union européenne. Ensuite, on a créé des nouvelles institutions internationales après la Deuxième Guerre mondiale. Et à l'époque, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus continuer selon la vitesse de l'époque. Donc, l'histoire peut nous permettre de revoir les choses. Aujourd'hui, on peut aussi analyser ce qui s'est mal passé dans la dernière crise financière. J'ai demandé à un économiste l'autre jour, je lui ai dit, est-ce que les gens se posent beaucoup de questions dans votre profession? Il dit, ben non, pas vraiment, on est en train de mettre sur pied des modèles différents, tout simplement. Eh bien, je n'ai qu'une blague, et je vais vous raconter ma blague d'économiste en tant qu'historienne. Combien d'économistes faut-il pour changer une ampoule? Eh bien, un nombre infini, parce qu'ils sont tous là dans la noirceur, ils attendent que la main invisible arrive pour changer l'ampoule. Donc, je crois que nous sommes
ce moment est venu. Il va falloir repenser à ce que l'on fait. Le danger, bien sûr, c'est que nous allons essayer de... Enfin, on va nier un peu, on va dire que rien ne s'est passé. Les humains, souvent, nient ce qui est le plus évident. Et on risque aussi de se relaxer trop rapidement. On dit, oh bien, on s'est sorti de ce mauvais pas, pas besoin de se soucier outre mesure. C'est ce qui s'est passé à la fin de la Première Guerre mondiale et c'est ce qui m'a frappé en 1914 quand l'archiduc a été assassiné à Sarajevo. On s'est dit, bon, une autre crise. Bien, il y a eu déjà 2-3 crises dans les Balkans dans les 2-3 dernières années, une crise au Maroc. On s'en est sorti. Bien, celle-ci aussi, on va s'en sortir. Donc, il y a un danger des fois quand on se repose sur ses lauriers et quand on dit, bien, non, cette fois, on va s'en sortir comme par le passé. En bout de ligne, l'histoire nous aide à comprendre le monde compliqué dans lequel nous vivons pour les prochaines décennies. La dernière chose que l'histoire peut faire aussi, c'est nous donner un sens d'humilité. On peut voir, donc, en regardant l'histoire, que nous sommes des gens très intelligents. Nous avons accès à toutes sortes d'informations, de pouvoir. Les gens, peut-être par le passé, avaient accès à tout cela, mais ils se sont trompés. Et ce n'est pas une mauvaise leçon parce qu'en tant que citoyen de démocratie, il ne faut pas hésiter à poser des questions aux gens qui sont au pouvoir parce que l'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont dit « Faites-nous confiance, on a toute l'information, nous on a tous les éléments en main, on ne va pas se tromper. » Bon, j'ai une autre blague un peu triste qui a été dite à Washington en 1958 quand la guerre du Vietnam tournait mal et on a dit en 1900 un ordinateur, un des premiers ordinateurs a donné toute l'information, beaucoup d'informations sur les autorités du Vietnam du Nord, ses capacités, son pouvoir, sa population, des statistiques, nombre d'armes, nombre de balles et on a dit bon, quand les États-Unis vont-ils gagner la guerre? Eh bien, la réponse était vous l'avez gagnée en 1964. Donc, l'histoire peut nous avertir, nous montrer qu'on ne sait pas tout, mais qu'il faut faire preuve de beaucoup de précautions. On ne sait jamais quand les choses vont mal tourner. Quand on a l'occasion de bien faire les choses ou de redresser les choses, il faut le faire. Et c'est peut-être, ce que je dirais, c'est aussi, il faut faire de notre mieux pour aller de l'avant. Si on se sert bien de l'histoire, si on est prêt à poser les bonnes questions, ou parfois celles qui sont les plus difficiles, elle nous aidera. Merci. Thank you. Merci, Margaret. Alors, vous voyez bien pourquoi la Dr Macmillan connaît un tel succès à l'Université d'Oxford, où on traite des relations internationales et de toutes les dimensions des relations internationales, et à quel point nous avons de la chance de l'avoir avec nous ce soir. Il y a 2 micros dans la salle, des 2 côtés. Si vous souhaitez intervenir, nous avons aussi des gens qui écoutent sur le site web. Et j'ai une question d'un d'entre eux, mais pour les gens dans la salle, je vous lance un défi. Un peu plus tôt cette année, et on a publié un rapport d'un établissement canadien très distingué qui décrivait essentiellement la crise économique et financière qui perdure. C'était un désastre dans le monde en développement, mais beaucoup plus en développement dans le monde occidental. Le monde en développement a quand même assez bien tiré son épingle du jeu pendant cette crise, y compris l'Afrique et plusieurs des pays de l'Amérique latine et de l'Asie. Nous semblons faire des projections. Notre malheur, nous projetons sur les autres et qui réagissent de façon bien différente au sujet de notre crise, ce qui signifie que dans le monde du développement, nous sommes peut-être sur le point d'en arriver à une transition telle qu'elle a été évoquée par le Dr Macmillan. La question à l'écran
sans être tenu en otage par la discussion sur le réchauffement de la planète. Comment peut-on appliquer les notions de l'histoire à une situation en développement qui semble n'avoir jamais existé dans le passé, ou du moins pas au même point? Je n'ai pas tout à fait compris la question. Comment pourrait-on appliquer l'histoire pour s'attaquer à ce défi que pose le réchauffement climatique? Je pense qu'il faut trouver d'autres façons, d'autres moments où nous avons travaillé ensemble, collectivement, comme on l'a fait lors de crises financières, comme on l'a fait pour le régime de non-prolifération des armes nucléaires. Nous pouvons travailler main dans la main. Il faut du leadership, il faut aussi soutien de la part de la base. Et ce que nous pouvons faire, nous avons travaillé à des questions de la sorte dans le passé lorsqu'il y a eu des menaces médicales, menaces en matière d'épidémie. Nous avons bien travaillé ensemble. Ce sont des exemples où nous pouvons coopérer. Ce qui m'inquiète au sujet du changement climatique, c'est un problème tellement énorme que c'est plus facile de faire l'autruche. Nier, on nie. Et c'est une réaction humaine que l'on peut facilement comprendre. Le nombre de personnes, ou du moins d'après les sondages, je ne sais pas si c'est vrai au Canada, mais aux États-Unis, il y a énormément de personnes qui croient que ça n'existe pas, ces changements climatiques, en dépit des témoignages qui semblent indiquer qu'il y a des régions qui deviennent de plus en plus chaudes et les orages sont plus fréquents et ainsi de suite. Il nous appartient individuellement à faire partie de coalitions. Pression de la part de la base peut changer les choses, mais il faut aussi un bon leadership. Relativement au changement climatique, ce qui peut se passer, c'est que la crise atteindra un point tel que nous devrons réagir. Et on ne peut déménager ailleurs. On ne peut éviter cette situation parce qu'en Amérique du Nord, lorsqu'on n'aime pas une situation, on déménage. Mais là, nous ne pouvons pas le faire. Nous n'avons qu'une seule planète. Et collectivement, si la planète est en danger, nous devons trouver des solutions. Il y a des signes qui semblent encourageants. La Chine et l'Inde, en disant, bon, on n'a pas créé le problème, pourquoi faire partie de la solution? Et là, se rendre compte que oui, ils n'ont pas créé le problème, mais ils doivent faire partie de la solution. Ils ne peuvent éviter les conséquences. Les personnes qui ont une intervention, d'abord, veuillez vous identifier. Et en deuxième lieu, faites des commentaires assez brefs. Je m'appelle M. Kennedy. J'allais poser une question semblable à celle affichée à l'écran, mais j'ajoute, puisque le changement climatique cause énormément de dégâts, et lorsque vous avez parlé de l'histoire, vous parlez des nations, ce qui se passe entre les nations, mais là, peut-être que le manque de ressources et le réchauffement de la planète transcende ce qui existe entre les riches et les pauvres. On a toujours cru qu'il y avait une relation de pouvoir, et c'est d'avoir les ressources énergétiques qui sous-tendent les rapports de pouvoir. Il y a une chose que nous faisons beaucoup, c'est qu'on ne peut avoir l'innovation ou la technologie pour solutionner le problème. Mais là, nous sommes à un point dans le monde où l'efficience, différentes façons de faire par rapport à la consommation, les produits renouvelables. Les gens semblent penser que le réchauffement de la planète, c'est un réchauffement. Mais la première conséquence, c'est le manque d'eau, surtout de l'eau pour la production d'aliments. On commence à changer tous les rapports. Et vous avez parlé, la dernière partie de votre allocution, la façon dont les personnes composent face à ces changements. Je me demande comment on pourrait appliquer cela au leadership des nations. Comment s'en sortir, puisque c'est un problème fondamental. Si on veut s'en sortir, il faut plusieurs solutions et non pas une seule solution, une panacée universelle. Il faut qu'il y ait des mesures à l'échelle internationale, mais surtout au niveau du pays. Et dans certains cas, il y a des signes positifs. D'abord en Europe, bon, le prix de l'essence au Canada, ça porte à réfléchir attentivement à la façon dont on en consomme, et ça mène à certains
changement de comportement. Il y a un investissement public important visant à réduire la consommation des carburants. Et comme je l'ai mentionné, il faut le faire à différents niveaux, de différentes façons. Nous essayons de trouver de nouvelles technologies, mais elles ne solutionneront pas tous nos problèmes. Il faut trouver de nouvelles façons de faire et très probablement, nous ferons appel à plus de pouvoir nucléaire. Il faudra moins gaspiller, parce qu'on gaspille beaucoup, consommation d'eau et ainsi de suite. Et nous devrons modifier notre comportement, mais nous l'avons déjà fait à certains égards. Je ne crois pas que ce sont des problèmes intraitables. Ce qui m'inquiète, c'est le temps à notre disposition, et ça, nous ne le savons pas. C'est inquiétant, cette attitude où on ne veut pas y réfléchir. Plus tôt aujourd'hui, j'étais à un repas, on a discuté de changement climatique. Une personne m'a dit « Non, je ne crois pas au changement climatique ». C'est une façon bizarre de dire, parce que c'est pas comme si on croyait à une fée ou non. Il faut prendre ça au sérieux. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut tout simplement rejeter d'un revers de la main. Il faut que ça se fasse à différents niveaux, des choix individuels, mais des choix collectifs également pour trouver solution à ce problème. Il faut également trouver de nouvelles formes d'énergie, nouvelles façons d'utiliser ce qui existe, de recycler, mais on sera peut-être obligé de faire les changements plus tôt que plus tard. Si les changements se font au rythme où ils se font, si la calotte glaciaire continue de fondre ou augmente, je pense qu'on ressentira les effets beaucoup plus rapidement. Et ce n'est pas quelque chose, à ma connaissance, je ne suis pas scientifique, mais à ma connaissance, ce n'est pas quelque chose qui va m'être modifié légèrement d'une année à l'autre. Le rythme du changement risque de s'accentuer énormément. En français, n'hésitez pas, soit Dr. McMillan répondra en français, soit en anglais. Monsieur. Je m'appelle Ab Sharton. C'est un nom hollandais quasiment imprononçable, mais j'habite au Canada depuis 42 ans. J'ai une analogie à vous proposer. Je sais évidemment que cela pose des risques. Les pouvoirs européens, tels que la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, mais pas tellement l'Allemagne, mais le Portugal, la Hollande, sont devenus très puissants, en partie parce que ils sont allés chercher des colonies outre-mer plutôt que tout simplement s'en prendre à leurs voisins. Et je me demande, tenant compte des circonstances, si cette possibilité existe que le colonialisme connaîtra un nouvel essor, surtout avec la Chine qui colonise l'Afrique. C'est une question très intéressante. Il y a tout un débat qui sévit chez les historiens. Qui a profité des empires, et il y en a plusieurs qui n'ont pas profité. Certaines personnes en ont retiré des avantages, mais il y en a d'autres moins d'avantages, tels que le contribuable moyen. Mais en partie, lorsqu'on avait des empires, c'était la crainte que si on ne contrôlait pas la terre qui contenait, par exemple, les ressources ou la main-d'œuvre à bon marché ou un site pour un investissement possible, si vous ne le contrôliez pas, si ce n'était pas votre drapeau, là, vous n'y auriez pas accès. Et c'est en partie ce qui a poussé le Japon à la fin au début des années 20. Qu'il n'aurait pas les ressources dont il avait besoin. Et puis ensuite, dans les rapports internationaux, il y a des modes. On a vécu une période où les colonies semblaient être un fardeau, ne semblaient pas être rentables, ne semblaient pas nécessaires. On pouvait aller chercher les ressources de toute façon en les achetant. Les gens avec qui ont des ressources veulent les vendre. Pourquoi faut-il... pourquoi est-ce qu'un endroit doit vous appartenir lorsqu'on peut tout simplement l'acheter? Et c'est ce qu'on croyait fermement après les années 1945. Et là, on voit un renouveau de cette crainte que si ça ne vous appartient pas, si vous n'avez pas un droit juridique, que vous aurez des problèmes, vous n'y aurez plus accès. Et c'est intéressant, ce développement
Et ce n'est pas tout simplement la Chine, mais d'autres États du Moyen-Orient également qui achètent des terres en Afrique qui contiennent des ressources. Il y a le cas des États du Golfe qui les utilisent pour l'agriculture. C'est intéressant. C'est une forme, j'imagine, de colonialisme. Oui, on avait quelque chose de semblable lorsque les Anglais ont acheté des terres en Amérique latine. Ils ne contrôlaient pas, mais contrôlaient l'infrastructure, contrôlaient les ports, les matériaux bruts. Et c'est un peu la même chose. Mais ceux qui achètent des parties du Madagascar ou de l'Éthiopie, ou peu importe les achètent, je pense que c'est le Kenya également, le Soudan, où on achète des ressources et des terres, et ils auront les mêmes difficultés que les anciens pouvoirs coloniaux. Ils se rendront compte qu'ils doivent investir. On s'attendra à ce qu'ils construisent une infrastructure. En échange de l'accès, ils auront des difficultés aussi. Ils devront transiger avec les gens sur place. Déjà, les Chinois ont des problèmes en Afrique. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent avec leurs propres ouvriers et créent des villages. On utilise la main-d'œuvre chinoise et les ingénieurs. Et les gens sur place ont très peu d'avantages. Il y a déjà quelque chose, ça cause déjà un contre-coup pour les Chinois lorsqu'ils continuent de négocier en Afrique. Mais c'est un développement intéressant, ça vaut la peine de surveiller puisque ça pourrait mener à énormément de tensions. Il y a une nouvelle forme de ce qu'on appelait au 19e siècle, la bagarre pour l'Afrique. Je m'appelle Jocelyn Sweedo. J'étais votre étudiante à Toronto pendant un certain temps et c'est bien de vous revoir. Je me demande, dans le même ordre d'idées, les ressources, vous avez parlé de l'équilibre du pouvoir qui peut se déplacer, deux États qui ont le même poids, à plus de diversité du courtier de pouvoir en quelque sorte. Et je me demande où le rapport entre la société et l'État, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont ces rapports par rapport à l'équilibre du pouvoir? C'est une question intéressante parce qu'on a des corporations qui sont plus énormes, ou du moins au plan économique, que des États individuels. Mais avec de gros États, même les corporations, les sociétés se rendent compte qu'on face à quelque chose de très puissant. On regarde BP, très puissant, multinational, mais c'est buté contre le gouvernement américain. Et puis là, on voit qui a gagné là. Je pense que les corporations ont énormément de pouvoir et que ça pose problème pour le monde collectivement. Comment réglementer leur fonctionnement. Et il y a plusieurs initiatives intéressantes pour faire en sorte que les sociétés qu'il y ait plus de reddition de comptes. Mais quelquefois, on n'a pas la capacité juridique ou politique ou technologique pour composer avec ces grandes sociétés. Je pense que l'État-nation demeure bien important et a beaucoup de pouvoir, mais il y a d'autres acteurs. Et il s'agit de déterminer l'intersection de ces pouvoirs, mais comment ils peuvent ensemble travailler, mais aussi comment nous, collectivement, ce qu'on fait avec ce pouvoir. Comme je l'ai mentionné, il existe des initiatives transparence à l'échelle internationale pour faire la promotion de la transparence et la reddition de comptes chez les entreprises. Et mon collègue Sir Anthony Collier y travaille pour que les corporations qui sont en Afrique transigent plus ouvertement avec les gouvernements. Il y a des projets très intéressants où je pense que j'essaie de m'en souvenir qui est l'État de l'Afrique du Nord. C'est peut-être le Mali. C'est un État qui a découvert du pétrole et ils ont demandé aux Norvégiens de venir négocier avec les grandes multinationales. Ce qui est bien logique parce que les Norvégiens l'ont fait avec succès. Il me semble qu'il y a toujours un aller-retour entre les entités économiques très puissantes et le pouvoir de l'État. Ça, l'histoire l'a révélé lorsque au 19e siècle et au 20e siècle, ça ne risque pas de disparaître, mais selon moi, c'est une tension intéressante. Personne, ni un ni l'autre des côtés, n'a gagné. Bonjour, Dr. McMillan. Je m'appelle Matthew. J'ai une question à vous poser. En tant qu'enseignante et surtout en tant que professeur
vous enseigner à des gens qui vont sûrement pouvoir influencer les affaires internationales ou la politique internationale à l'avenir. Vous avez parlé de l'histoire personnelle, comment elle affecte les gens. Vous avez parlé de la France, mais j'imagine que ça pourrait s'appliquer à des générations entières également. J'ai 23 ans, par exemple, donc génération Y. Je posais une petite question qui porte sur ma génération. Je prêche pour ma paroisse, mais je voudrais parler un peu de l'expérience de ma génération. Et vous, en tant qu'enseignante, vous enseignez à des enfants ou des étudiants de mon âge. Après le 11 septembre, les choses ont bien changé. Avez-vous quelque chose à nous dire sur la façon dont notre opinion du monde a pu être influencée par nos expériences? À l'avenir, est-ce qu'on risque de adopter des politiques différentes, de voir le monde différemment selon nos expériences? Vous ne devriez pas parler de votre génération comme étant juste prêchant pour sa paroisse. Moi, je viens de la génération du baby boom et qui pense avoir beaucoup de droits, notamment celui que vous voir payer nos pensions, nos retraites pour le reste de vos vies. C'est dur de généraliser les choses sur une génération, mais ce qui va affecter votre génération, je le vois avec mes étudiants, notamment je l'ai vu à l'Université de Toronto et maintenant à Oxford. Vous, ce qui vous préoccupe, c'est surtout l'emploi, avoir un emploi. Les gens ne sortent pas de l'université pour aller ailleurs comme ils le faisaient, être embauchés. Maintenant, les gens veulent obtenir un contrat, obtenir un emploi. Il y a une certaine anxiété. Dans les années 60, quand l'économie était en plein développement, on se disait, bon, il y aura toujours de l'emploi. On pouvait essayer plusieurs choses avant de choisir un emploi qui nous plaisait. Maintenant, ça, c'est plus limité pour vous. Et aussi, si vous êtes une génération plus tournée vers l'international, à St. Anthony, c'est un groupe assez select, mais je suis surprise de voir combien d'élèves ont vécu et travaillé à l'étranger et veulent continuer à le faire. Votre génération n'est pas juste obnubilée par l'argent. Bon, il y a bien des gens et des générations qui veulent faire de l'argent, mais il y a aussi des gens dans votre génération qui ont un grand sens de la responsabilité civique, vouloir aider son prochain et autrui. Il n'y avait pas autant de groupes de bénévoles à l'Université de Toronto quand j'y étais. On avait beaucoup de fêtes et de parties, ça c'est sûr, mais on avait le QSO, service des universitaires outre-mer, mais quand j'étais à Trenton, j'étais surprise de voir le nombre d'activités. Du tuteur, il y avait des étudiants qui servaient de tuteurs à d'autres pour les aider à résoudre leurs problèmes de maths ou d'autres, ou ceux qui travaillaient avec d'autres faisaient du bénévolat avec d'autres. Donc, c'est ça qui caractérise votre génération. Mais vos anxiétés, on ne les connaissait pas. Vous, je me souviens de la crise des missiles cubains. On se souvient des discours. Et après, il y a eu une fête ce soir-là et on a été à cette fête. Finalement, la vie a continué. On se dit, bon, si on explose, finalement, autant s'amuser avant. Mais je crois que c'est un peu mixte. Chaque génération a un sens d'obligation et de responsabilité vers autrui. Il y en a toujours qui ne ressemblent pas du tout à ça. Il y en a qui veulent suivre certaines carrières, d'autres pas du tout. Donc, vous êtes à une période peut-être difficile pour ce qui est de l'emploi. Trouver un emploi. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup, mais je ressens une certaine anxiété chez les jeunes. Je sais que pour bon nombre de mes amis, c'est très préoccupant. Bon, je crois que nous allons prendre les 3 dernières questions au micro. Je vais demander aux gens d'être brefs. Je ne vais pas encourager qui que ce soit d'autre. Madame, allez-y. Oui, merci. Vous m'entendez, oui? Merci beaucoup. Je m'appelle Sarah. J'ai une question rapide. Avant de vous poser ma question, par contre, j'aimerais vous dire quelque chose. J'ai beaucoup lu sur le 21e siècle et ceux qui parlaient donc des pouvoirs et des nouvelles puissances. Ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez parlé de l'exercice du pouvoir selon l'emplacement des États. Est-ce que
à votre avis, enfin, moi je vais vous parler de l'Afrique parce que je suis africaine, c'est toujours bien de pouvoir parler de quelque chose qu'on connaît. Pensez-vous que peut-être vous pourriez informer l'Afrique en matière de pouvoir? L'histoire ou les histoires africaines sont très variées, plus variées qu'ailleurs. Certains pays essayent de raviver certaines histoires pour s'en servir sur la scène internationale. Certains pays veulent raviver certaines choses qui se sont passées et qu'on préférait oublier. Prenons le Zimbabwe et l'Afrique du Sud avec ces histoires. Certains préfèrent ne plus y penser. Donc, comment pouvons-nous nous servir de ces histoires pour nous informer aujourd'hui et pour demain? En même temps, comment pouvons-nous progresser et nous assurer que l'Afrique est toujours incluse dans les pourparlers? L'Afrique, comme vous le savez tous, ne reflète pas vraiment, ou n'a pas une bonne image, mais c'est préoccupant parce que bon, il y a des idéaux occidentaux qui ont été importés en Afrique et ça a eu des effets très pernicieux. Je ne sais pas comment l'histoire peut venir informer les pratiques en Afrique en général, à l'échelle continentale, pas juste à l'échelle des pays. C'est une question très compliquée, mais néanmoins une très bonne question. Ça doit être très frustrant pour vous. Enfin, moi, vu de l'extérieur, je trouve que l'image de l'Afrique se concentre uniquement sur les choses qui tournent mal. On ne se concentre pas sur le nombre de pays qui bâtissent de bonnes sociétés, de bonnes démocraties, qui sont en plein essor, qui ont de bons systèmes d'éducation, qui bâtissent des écoles, qui ont de la technologie. La presse se concentre sur les catastrophes, sur les bidonvilles, sur les problèmes en Afrique. Je ne sais pas si c'est des restes du colonialisme, mais en tout cas, ça donne une mauvaise impression sur ce continent très compliqué. L'Afrique, bon, essayer de parler de l'Afrique dans son ensemble, c'est tout à fait fou. On ne peut pas parler de l'Amérique latine dans son ensemble non plus. On a besoin d'en savoir plus sur l'Afrique. Mais pour ce qui est des Africains, bien des solutions sont entre leurs mains. Il y a une nouvelle génération d'Africains qui prend les choses en main, qui prend les rênes en main. Il y a une période pendant laquelle bon nombre d'États africains ont gagné leur indépendance sans avoir vraiment la bonne infrastructure en place et sans avoir les capacités de gérer cette indépendance. Et souvent, bien, ils accusaient toujours les occupants, les puissances coloniales, qui avaient érigé toutes ces frontières entre les pays. Mais ce qui reste du passé, bon, c'est plutôt que d'essayer de changer les frontières, pensons à autre chose. Le colonialisme a fait des ravages en Afrique, c'est sûr, mais maintenant il faut dépasser cela. C'est une étape psychologique nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas connaître l'histoire, ça veut dire qu'on doit l'accepter, elle existe, mais les Africains, de plus en plus, prennent les rênes en main, ils essayent de contrôler leur vie et ils rédigent leur propre histoire. C'est important. Pendant longtemps, l'histoire en Afrique était rédigée par des gens qui, avec beaucoup de bonne volonté, aller en Afrique, faisait un bon travail, mais souvent la tendance était de rédiger l'histoire africaine de l'extérieur. Ce qui est important, l'histoire, c'est d'être honnête et de ne pas créer des histoires mirobolantes sur la façon dont on a toujours eu raison, ou on a toujours fait ceci ou cela. Il faut accepter le fait que, bon, il faut accepter de dire, bon, le Nigeria a une histoire compliquée, une guerre civile. Il ne faut pas balayer cela sous le tapis. Et il y a des régimes militaires qui étaient plus ou moins compétents. Il y a une période pendant laquelle une région était en guerre contre une autre. Il faut accepter cela pour bien comprendre le Nigeria. Si on essaie de faire fi de tout cela, on ne peut pas espérer éviter ce genre de situation si elle se représente. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça a mal tourné. C'est la même chose en Afrique du Sud. L'histoire de l'Afrique du Sud est très importante, très compliquée, mais il faut que tous les Africains puissent comprendre cette histoire.
L'histoire, et bon, l'Afrique du Sud est un très bon exemple. L'histoire peut en fait guérir un pays si bon, les deux parties, ou si on peut parler de côté ou de parties, acceptent le fait que ça se soit produit. Ça permet de bâtir une société plus saine, sur des bases plus saines. Si on ignore, si on fait fi du passé, les choses fermentent et pourrissent sous la surface. Mais je crois que, d'après ce que j'ai entendu, dans mon collège, les africanistes m'ont dit que c'est une histoire chargée d'espoir, une histoire intéressante, qui est beaucoup plus complexe. Il y a d'énormes différences entre les pays africains, d'un pays à l'autre, et j'aimerais qu'on comprenne davantage cette histoire à l'extérieur de l'Afrique. C'est une histoire importante. Mais le plus important, c'est qu'il faut aussi que les Africains comprennent cette histoire et apprennent à se connaître. Jerry Wright. Oui, bonjour Margaret. J'ai été frappée par le fait que vous parliez des problèmes que connaissaient les Chinois avec l'histoire de Mao, comment ils n'arrivaient pas à dépasser. Et je pourrais parler du rôle d'historiens non nationalistes là-dedans. Comment est-ce qu'ils ne pourraient pas pousser la société chinoise à examiner de plus près sa propre histoire? Pour ce qui est de l'Asie, les historiens comme John Fairbank sur la Chine ou Edwin Rushauer sur le Japon, les deux ont rédigé des ouvrages objectifs sur leurs pays respectifs. Et on voit, bon, je ne sais pas quelle répercussion ça a eu sur leur pays, mais pensez-vous que dans le cas des puissances émergentes d'aujourd'hui, les historiens non nationaux arrivent un jour à pénétrer cette conscience? Eh bien, c'est une question intéressante. Souvent, ce qui se passe, c'est que les historiens de l'extérieur sont plus honnêtes sur ce qui s'est passé sur une question épineuse et on ne les en remercie pas toujours. La première personne à examiner l'épisode de Vichy, et notamment le mythe de la résistance et qui a souligné le fait qu'il y a beaucoup de Français qui ont soutenu le gouvernement de Vichy, pas juste soutenu, mais qui ont travaillé pour Vichy, travaillé avec les Allemands et ont aidé tous ces gens à envoyer les Juifs au camp de concentration. Le premier à rédiger là-dessus, c'est Robert Paxton, un Américain. Pendant longtemps, il a été vilipendé en France. Et on a dit, bien, il ne connaît rien, il ne comprend rien à cela. Il s'est trompé. Mais petit à petit, d'autres historiens français ont commencé à reprendre ces théories. Ce n'était pas facile, mais parfois un historien de l'extérieur qui est peut-être moins assujetti aux pressions de la société. C'est dur quand vous vivez dans une société et les gens vous disent on ne va plus vous parler, vous ne faites plus partie de la famille, vous avez écrit des choses horribles sur notre société. Bon, il y a des pressions. Mais un historien de l'extérieur, de l'étranger, peut examiner les choses en se détachant de façon moins passionnée et peut se libérer des mythes nationaux. Les Chinois ont un grand sens de l'histoire, mais c'est un sens de l'histoire qui dépeint la Chine d'une certaine façon et dans une continuité. Il dit qu'il y a toujours, la Chine n'a jamais changé ou qu'a toujours été la même, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Parfois, il faut se poser les questions nécessaires. Où sont les preuves? Donc, comme vous avez dit, les historiens étrangers peuvent être utiles, peuvent permettre d'ouvrir ou de poser certaines questions qui sont trop difficiles ou ouvrir certains dossiers qui sont trop durs pour les nationaux. Certains érudits chinois en Occident se sont aperçus que s'ils posent certaines questions, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Alors, il y a toutes sortes de limites après imposées sur les historiens. Vous voulez accéder aux archives, eh bien, il faut demander aux autorités. Et si vous posez les questions qui blessent ou qui ne plaisent pas, vous n'aurez peut-être pas votre permis pour y aller. Donc, ce n'est pas si facile que cela. L'histoire, pour moi, les historiens sont un petit peu des gens qui dérangent. Ils posent des questions qui dérangent. Vous ne voulez pas nous avoir à votre fête parce que nous, on va toujours vous dire ça ne s'est pas vraiment passé comme ceci ou comme cela. Je ne suis pas d'accord avec vous. La preuve montre que... Non, mais je crois quand même que nous avons un rôle nécessaire. Peut-être pas à votre soirée ou à votre dîner, mais dans des conférences comme celle-ci. Monsieur Sam, soyez très bref. Oui, j'aimerais revenir sur votre... ce que vous avez dit sur la bonne ou la mauvaise utilisation de l'apaisement et les analogies, l'analogie de l'apaisement.
Il y a une blague qui parle d'un corps policier corrompu ou un policier honnête et demeure invendu. Ben, peut-être que c'est la même chose pour les dictateurs alors. Quelqu'un qui est apaisé, ben, quelqu'un qui pourrait être, avoir une certaine légitimité, vous voulez dire? Eh bien, Staline, une fois qu'il a été en Europe de l'Est, il s'est arrêté. Bon, il a menacé les Européens de l'Est, mais il ne voulait pas aller plus loin. Alors que, bon, peut-être que Atatürk, qui était un dictateur, a négocié avec les Britanniques. Il n'a jamais essayé de rebâtir l'Empire ottoman. Il a accepté les limites, les frontières qui lui avaient été imposées, mais il voulait quand même y intégrer certaines parties turques. Donc il y a certains cas où cette philosophie de l'apaisement a fonctionné. L'unification de l'Italie, certains pensent, les Italiens ont reçu ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas essayé d'aller plus loin au-delà de leurs frontières ethniques. Il y a d'autres questions, d'autres exemples, mais très bonnes questions. Je vous en remercie. Eh bien, merci beaucoup à ceux et celles d'entre vous qui sont venus ce soir, ceux qui nous ont regardés ou écoutés. Et par-dessus tout, merci Margaret. C'était vraiment une soirée fascinante.